Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce nouveau magazine qui vous propose un coup de projecteur sur les projets financés par l'Union européenne en République démocratique du Congo. Projets financés par l'Union européenne, projets supervisés, mis en œuvre et suivis par la COFED. Eh bien, vous en saurez un peu plus aujourd'hui parce que le magazine vous propose un coup de projecteur sur les projets réalisés dans le cadre des infrastructures. Bienvenue donc à ces numéros qui vous est présenté par Jean-Marc Matois, qui la mise en onde est assurée par Bob Lando. Et dans ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sito Mondembele, qui est ancien conseiller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et point focal avec COFED. Monsieur Sito, bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Marc Matois. Bienvenue chez nous. Merci. J'ai dit également bonjour et je souhaite en même temps la bienvenue à Monsieur Gabriel Mokango, qui est directeur technique à la Régie des voies fluviales en République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Gabriel. Bonjour Monsieur Jean-Marc. Très heureux de vous recevoir chez nous. Merci bien. Pour vous permettre de vous rendre compte sur les différents projets réalisés dans les domaines des infrastructures, projets financés par l'Union européenne, voici cette réaction. Avant la construction de ce bâtiment, le travail était vraiment éparpillé et nous travaillions sur 3 sites pratiquement. Il y avait le siège à la Gombe et puis les travaux en commission se faisaient à Limete et l'administration, une partie de l'administration se retrouvait à l'hôtel de ville. Et c'était pas facile pour nous et par moment, quand il n'y avait pas de salles, puisque nous étions obligés de louer des salles au collège Boboto, à CEPAS ou même aux affaires étrangères et même on travaillait parfois à l'hôtel de ville dans la grande salle et quand il n'y avait pas d'argent pour louer, il n'y avait pas de plénière et même pour les travaux en commission, ça alourdissait un peu le travail puisque par moment nous étions bloqués, il fallait aller jusqu'à Limete pour tenir les réunions et les rapports connaissaient un peu du retard. Voilà, c'était pas facile. Il y a un grand changement avec ce nouveau bâtiment. Chaque semaine, nous tenons ne fût-ce que 2 plénières et même quand vous regardez, vous venez chercher les services administratifs, tout le monde est en place et le travail se fait très facilement. Je demanderai aux décideurs de veiller sur l'entretien de ce matériel et de tous les bâtiments d'ailleurs et même aux utilisateurs de prendre soin de ce matériel, de ces bijoux qui est un patrimoine de l'État congolais. Voilà, vous venez là de suivre Madame Séraphine Issamene, qui est une ancienne députée. Eh bien, elle s'exprimait par rapport au projet financé par l'Union européenne, projet supervisé et suivi par la COFED. Elle s'exprimait particulièrement sur les projets sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Retour dans ce plateau, nous recevons 2 invités autour de moi. Monsieur Sito Mondembele, qui est ancien conseiller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et point focal avec COFED, qui n'est pas seul. Nous sommes également avec Monsieur Gabriel Mokango, qui est directeur technique à la Régie des voies fluviales. Alors, je me tourne du côté de Monsieur Sito Mondembele et Pamola. Vous avez suivi tout à l'heure l'honorable Séraphine Issamene. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'elle vient de dire? Ce que Madame Séraphine vient de dire, c'est tout simplement la vérité. Effectivement, avant ce projet, l'Assemblée provinciale travaillait difficilement. Vraiment difficilement parce que, comme elle a dit, on était éparpillés sur plusieurs sites. Il y avait le bureau, le membre du bureau qui était logé à la Gombe, sur la place Royale. Il y avait les commissions qui travaillaient à Limete sur la 3e rue et une partie de l'administration travaillait encore, occupait juste un local à l'hôtel de ville. Donc vous voyez comment, même pour faire les rapports, pour emmagasiner les matériels et tout, c'était vraiment difficile. Et pour les plénières, il fallait louer des salles. Ah bon? Ouais. On allait parfois aux affaires étrangères. Quand le ministère elle-même a une activité, vous n'avez pas accès. Vous allez chez CEPAS, la même chose. Quand les prêtres ont leur activité, on vous renvoie. Vous allez au collège Boboto, c'était pareil. Donc, et tout ça, ça avait un coût assez élevé. Non, ça vous a pris combien de temps comme ça, le fait d'être éparpillé, écartelé en quelque sorte? Toute la législature, je peux dire. Oh là là. Toute la législature. Vous conviendrez avec moi, nous sommes tous qui nous savons que cette législature a
a une particularité, c'est qu'elle a duré 12 années pratiquement. Donc, ces bâtiments, nous venons de l'avoir il y a à peine 2 ans. Donc, près de 10 ans d'errance comme ça, c'était pas facile. Donc, on peut dire que c'était un manque à gagner important que vous avez pu connaître. Tout à fait, parce que chaque fois, il fallait payer. Louer les salles par-ci par-là, amener le matériel du travail dans ces salles-là, amener le personnel là-bas, et après les ramener. Certains à l'Imité, d'autres à Royal, d'autres à l'hôtel de ville. Donc tout ça, ça avait un coût assez important. Quelle est l'approche que vous faites de cette coopération, la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, bien sûr sous la supervision de la COFED? Comment vous accueillez ça, partant de ces cas de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? C'est un partenariat qui a vraiment bénéficié à la ville de Kinshasa. Je dirais même à la République démocratique du Congo. Parce que il faut savoir que ce projet de la construction de bâtiments de l'Assemblée provinciale ne s'est pas limité seulement à Kinshasa. Il y a aussi les amis de Goma qui vont bientôt, je crois, recevoir aussi leur bâtiment. Donc, Mais pour revenir à la genèse du projet au niveau de Kinshasa, comment ça a commencé? C'était sur une demande de l'Union européenne et il a demandé à la ville de mettre à sa disposition juste un terrain, ce qui a malheureusement ça a quand même pris du temps. Il faut le reconnaître parce que les sites sur lesquels nous sommes aujourd'hui, c'était occupé par la police. Il y avait un poste de police là-bas et ce n'était pas facile de loger. Et l'Union européenne exigeait à ce que la ville mette à sa disposition les titres de propriété parce qu'ils ne pouvaient pas venir investir des millions sur un terrain querellé. Donc il fallait avoir toutes ces garanties et ça a pris du temps que ça a pris. Mais heureusement, voilà qu'aujourd'hui ces bâtiments existent et ça fait la fierté de la ville de Kinshasa. L'Union européenne nous a donné un bâtiment clé à main. Ça veut dire il a construit, il a équipé, totalement équipé. En matériel, en mobilier de bureau, matériel informatique, tout. Donc c'est un bâtiment de combien de niveaux? Un niveau. Il y a la grande salle de plénière où il y a 60 places assises pour les députés et puis il y a un balcon pour le public. Dans la salle de plénière, partout pour les députés, il y a des micros. Donc la sonorisation est impeccable. Donc c'est suffisamment équipé. Suffisamment équipé, matériel informatique des derniers cris. Donc ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour le faire. Donc on peut dire que la présence de l'Union européenne en République démocratique du Congo, c'est quelque chose à encourager. Tout à fait, parce que là, avec ces bâtiments, ils ont amélioré la qualité du travail des députés. Les députés provinciaux n'auront plus à errer ça et là. Ils ont 2 salles de réunion. Donc même les commissions peuvent se réunir là-bas. En son temps, l'Union européenne avait doté l'Assemblée provinciale d'une bibliothèque et d'un centre de documentation en fait. Donc il y a assez de documents fournis. Donc les députés de cette législature seront dans les meilleures conditions et ils peuvent produire un très bon travail pour la population de Kinshasa. Voilà, monsieur Sito Mondombele Pamola, on vous garde encore avec nous dans ces studios. Vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion, vous écoutez ces nouveaux magazines qui vous proposent un coup de projecteur sur les différents travaux réalisés dans les domaines des infrastructures par l'Union européenne, des projets financés par l'Union européenne, mais des projets aussi supervisés, mis en œuvre et suivis surtout par la COFED, qui est la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Et nous parlons de tous ces projets avec 2 invités dans ces studios, monsieur Sito Mondombele, qui est l'ancien conseiller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et point focal avec COFED. Il n'est pas seul, il y a également monsieur Gabriel Mokango, qui est directeur technique à la régie des voies fluviales, qu'on va écouter tout à l'heure après cet autre témoignage que je vous invite à suivre. Avant, pendant la banda, tozalaki na insécurité. Pour baipave, premièrement, baipave, zana nous mingi ne balé. Bilembo ezalaki te, okoya na Angers, au tout Angers na ipave, baje toboki, société asali perte. Même les mosusu bato baki kokufa. Mais lelo lokola panave aye, atieli biso bilembo na bisika ya baipave wana, babato ebani kotambola rapide, aussi lota, basinyo ezali ne balé. Moye ya kokanga masu na zelo ezate, moye ya kotuta esusu libanga ezate po esika libanga ya atieli yo ozo ya nanje oyebi ke libanga ezawa na devie yango. Naza kosenga na ba armateur balandela
l'État na mboka na biso oyo ezosala oyo ezolandela misala oyo ndenge esengeli mpo bakwa kobongisela biso ebale na biso ndenge ezobonga ndenge wana initiative ya Panave yango wana aza kosenga baarmatere na biso na malembe na ndenge ya négociation ya kitoko bakoka konégociation na l'État na biso babongisela biso njila kitoko. Alors pour ceux qui n'ont pas compris grand-chose à travers cette intervention de monsieur Raphaël Omongo, qui je vous rappelle, c'est un des capitaines des bateaux des Beltexco, eh bien il a dit ceci, avant le Panave, nous étions dans l'insécurité parce qu'il y a beaucoup d'épaves, des bateaux échoués dans le fleuve, il n'y avait pas de signalisation. En naviguant, nos bateaux s'est trouvé en heurtant ces épaves et les clients perdaient de l'argent. Parfois, des passagers venaient à mourir. Mais actuellement, avec la venue du Panave, des panneaux de signalisation ont été installés aux endroits dangereux. Maintenant, donc, la circulation des bateaux est plus sécurisée et grâce aux signaux sur le fleuve, on ne s'enlise plus dans les bancs des sables. On ne heurte plus les crochets parce qu'à tous ces endroits des signaux ont été placés. Et donc il a conclu par lancer un appel. Il demande donc aux armateurs de soutenir l'État pour qu'ils puissent réaliser ces travaux de réhabilitation tels que nous les souhaitons pour que notre fleuve soit plus navigable comme nous le voyons déjà avec l'initiative du Panave, et que les armateurs suivent l'évolution du projet. Comme ça, le fleuve sera navigable pour nous tous. Monsieur Gabriel Mokango, vous êtes directeur technique à la Régie des voies fluviales. Je vous retrouve donc en écoutant ces témoignages de monsieur Raphaël Omongo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis très honoré de voir que c'est un des bénéficiaires, parce que le travail que nous faisons, c'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas être juges partis. Nous le faisons pour les armateurs et pour le navigateur. Là, c'est le point de vue d'un commandant d'une grande société dont l'armateur est Beltexco qui donne son point de vue. Et effectivement, je puis dire que ce qu'il a relevé, c'est tout à fait la réalité, parce que avant nous éprouvions beaucoup de difficultés pour pouvoir baliser correctement le fleuve Congo et ses affluents, notamment la voie nationale, la rivière Kasaï. Mais avec tout ce que nous avons eu comme appui logistique du projet Panave, ça nous a permis quand même d'avoir un regard très profond sur le fleuve et connaître l'échographie même du fleuve Congo pour pouvoir améliorer les conditions de navigabilité. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, fidèles auditeurs, la République démocratique du Congo possède un réseau hydrographique de plus de 15 000 km de voies fluviales et lacustres, pouvant être considérées comme l'épine dorsale des voies de communication pour son développement socio-économique. Et la navigation fluviale et lacustre s'est faite dans des conditions satisfaisantes jusque dans les années 80. Et l'histoire a montré que ce monde des transports peut être efficace et sûr. Donc, cependant, faute de financement et des moyens de transport par voie d'eau est devenu extrêmement long et dangereux. Donc, les infrastructures portuaires et les aides à la navigation se trouvent dans un état de délabrement avancé. Donc, on peut dire que les Panaves, c'est une bouffée d'oxygène, en même temps une bouée de sauvetage. Oui, il y a lieu de le dire, il y a lieu de le dire par rapport aux réalisations qui ont été faites. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Pour une meilleure pédagogie, je crois que je dois rappeler ici que le projet Panave avait 4 volets. Le premier volet était relatif à l'hydrographie et l'hydrologie. Le deuxième volet, c'était l'aménagement de voies navigables. Le troisième volet, c'était la réhabilitation des infrastructures portières. Là, ça concernait la SCTP et la SNCC. Et le quatrième volet, c'était le renforcement de capacité. Ça, c'était un volet transversal pour tous les bénéficiaires. Donc, les 2 premiers volets revenaient en plein à la régie de voies fluviales. Et il fallait d'abord avoir l'outil de travail. Le baliseur que nous avions avait fait un certain nombre d'années et n'était plus opérationnel. Donc, Panave a pu réhabiliter 2 baliseurs par la Chanique. Donc, je cite le baliseur Kawuka et le baliseur Lomela. Et le Panave nous a permis d'acquérir
13 canaux hydrographiques. Les canaux hydrographiques, quand je le dis, c'est les canaux qui nous permettent de mener des études hydrographiques et hydrologiques. Ok, c'est-à-dire... Le fleuve, quand on le voit, on voit le plan d'eau. On ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a au fond. Or, le fond du fleuve n'est pas uniforme. Nous avons des bas-fonds, dont nous avons de profondeur, nous avons de hauts-fonds, où nous avons des écueils. Et à cela, il faut dire que nous balisons ce cours d'eau, où nous l'exploitons, à l'état sauvage, donc à l'état naturel, dont nous devons suivre. Et le fleuve est entièrement dans la forêt équatoriale, il y a des arbres qui tombent, ces arbres constituent aussi des obstacles. Donc nous devons les enlever. Et il y a les bateaux qui échouent, parce qu'il y a des bancs de roches. C'est naturel. Sur le plan géologique, c'est pas nous qui avons placé ça. Mais nous devons détecter ces endroits pour faire une signalisation, dire aux armateurs qu'il y a un danger là-bas, il faut pas vous en approcher. Donc, mieux vaut prévenir. Oui. Donc c'est le travail que nous faisons. Mais il fallait avoir l'outil du travail. En plus de cela, nous avons des équipements. Parce que pour aller sur terrain, il faut avoir des équipements. Notamment les équipements topographiques, les équipements hydrologiques, les équipements hydrographiques. Parce que la finalité, tout ce que nous faisons au bureau, n'intéresse pas les armateurs. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la carte de navigation. Que nous appelons album. Et c'est dans l'album qu'on fait la cartographie, on retrace le fleuve, on leur donne les indications de localités qui sont disséminées le long des cours d'eau, on leur donne le kilométrage et on indique le danger. Et c'est ce qui leur permet, quand ils s'engagent sur un axe fluvial, de pouvoir s'orienter. Et ils naviguent en toute sécurité. Mais ces données bathymétriques, hydrologiques, tout ça, nous le mettons dans une carte. Et nous avons eu une unité cartographique qu'on a appelée centre de traitement de données. Et c'est là où on produit les cartes. Parce que l'objectif final, c'était de mettre à la disposition des armateurs des albums une nouvelle cartographie. Parce qu'ils nous critiquaient que l'ancien album, qui était fait sur base de photographies aériennes des années 58-59, ne reflétait plus la réalité. Et effectivement, nous, en se rendant sur terrain, si sur la carte nous avons un banc de sable, mais quand on arrive sur le terrain, ce banc de sable était érodé. Et là où il y avait de l'eau, on trouvait qu'il y avait de bancs de sable, il y avait des îles. Donc il fallait corriger ça, donner maintenant une nouvelle configuration pour que la navigation se fasse aisément et de manière sécurisée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, PANAV, c'est une abréviation. C'est les projets d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en République démocratique du Congo. C'est un projet qui a débuté en 2011 pour améliorer la navigation sur près de 2400 km du fleuve Congo et de la rivière Kasaï et sur les lacs Tanganyika. Les projets visent ainsi donc à faciliter davantage l'accès aux marchés et aux services sociaux et administratifs, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. C'est un projet qui a mobilisé 60 millions d'euros. Alors, on revient sur votre intervention, monsieur Gabriel Mokango. Maintenant, que dire sur les résultats à atteindre et les chemins choisis par rapport au projet PANAV? Bon, ce qui est bien vrai que, compte tenu du nombre d'années, vous venez de se lever ici depuis les années 80. Le réseau est en état de délabrement total, l'abandon. Même les gros investissements qui étaient faits en termes d'acquisition de bateaux, que ce soit de balisères, de dragues, de canons, ou pour la société commerciale dont je cite ici, qui avait une flotte aussi importante, mais l'investissement n'a pas suivi. Même au niveau de port, vous avez constaté que tout était à l'abandon. Mais là, et ça a donné quand même un sang nouveau de voir que il y a eu d'abord la réhabilitation de bâtiments pour améliorer les conditions de travail. Moi-même, je vous dis, je suis dans un bâtiment qui a été rénové à 100%, réhabilité par PANAV et équipé. Que ce soit mes collaborateurs dans les différentes brigades hydrographiques ou dans la cellule de cartographie. Et cela a permis aussi de donner le baliseur, qui sont de base de vie. Parce que quand les équipes se déplacent sur terrain, ils en ont pour au moins 2 mois. Mais ils doivent rester dans de bonnes conditions. Parce que c'est leur maison. On appelle ça bâtiment flottant. Et tout a été réuni. Et la motivation a suivi aussi.
Ce qui fait que quand les gens sont sur le terrain, ils travaillent. Et le PANAV nous a donné des indicateurs et des résultats atteints. Aujourd'hui, je puis dire, le fleuve Congo a été étudié de fond à comble sur le 1734 km, c'est-à-dire de Kinshasa à Kisangani, et nous n'avons pas fait ça à une seule campagne. Au moment où nous parlons, je vous dis, nous en sommes à la 3e campagne. Donc, de campagne systématique pour connaître le moindre méandre du fleuve. Et pas seulement le fleuve, il y a aussi la rivière Kasaï, qui est la voie nationale. Vous savez que nous devons apporter une importance capitale à ces cours d'eau. C'est par là passer tout le minerai. Donc, la rivière Kasaï aussi a été visitée à partir de kilomètre 0 Kwamout jusqu'à Ilebo, kilomètre 605. Donc, aujourd'hui aussi, la rivière Kasaï, dans ce méandre, a été étudiée complètement. Et toutes les informations que nous avons puisées, nous avons mis ça dans la carte de navigation que nous proposons aux navigateurs et armateurs et qui, somme toute, d'ici 1 ou 2 mois, nous allons tenir un atelier où nous allons présenter ça et valider. Parce que le travail que nous faisons doit être aussi validé par toutes les parties prenantes. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en cours de diffusion, vous écoutez ces magazines qui vous proposent un coup de projecteur sur les projets réalisés dans le secteur des infrastructures par l'Union européenne. Et nous parlons de ces projets dans les domaines des infrastructures avec 2 invités, M. Sito Mondembele, ancien conseiller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et point focal avec COFED, et M. Gabriel Mokango, directeur technique à la Régie des voies fluviales. Alors, on va aborder la dernière partie de ces magazines. M. Sito Mondembele, je vous retrouve pour appuyer les infrastructures en République démocratique du Congo afin de faire face aussi bien aux défis et enjeux dans les secteurs de la décentralisation, des gouvernances également. L'Union européenne a investi dans la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs à Kinshasa et dans les provinces. Mais maintenant, la question que tout le monde peut se poser, comment assurer la pérennité, la pérennisation de ces ouvrages-là? En ce qui concerne le bâtiment de l'ensemble provincial de Kinshasa, je crois que jusqu'à ce jour, quand nous avons quitté ce bâtiment a été maintenu à son état. Pour preuve, on a même reçu la visite des cadres de la COFED et qui sont venus là-bas 1 année après, je crois, et ils nous ont félicités pour voir l'état dans lequel se trouvaient ces bâtiments. Jusqu'à ce jour, sauf que dernièrement, avec les élections sénatoriales qu'on a connues dans cette ville, il y a eu des petits casses, mais je crois que les autorités actuelles verront à ce que ces bâtiments, ces bijoux offerts à la République puissent demeurer dans son état de propriété et que tous les matériels soient bien gardés. Est-ce que la population a un rôle particulier à jouer par rapport à cette phase-là, dans ces processus? Oui, la population a un rôle important. Parce que ceux qui sont venus casser, c'est la population. Donc la population a un rôle très important. Ces bâtiments, comme l'avait dit l'ambassadeur de l'Union européenne le jour de l'inauguration, c'est la maison des Quinois. Ce n'est pas seulement pour les députés. On doit éviter d'avoir cette appréhension-là. Ce n'est pas seulement pour les députés, mais c'est pour tous les Quinois. La preuve, c'est que dans l'hémicycle, on a prévu une partie pour le public, les grands publics qui peuvent venir assister aux plénières de l'ensemble provincial. Et ce public, c'est cette population de la ville de Kinshasa, les électeurs de ces députés-là. Donc c'est eux qui ont vraiment intérêt à protéger ces bâtiments-là. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Union européenne a ainsi mobilisé un financement de plus de 77 millions d'euros par rapport à ces projets sur la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs à Kinshasa et dans les provinces. Alors je reviens vers vous, monsieur Gabriel Mokango. Pour ce qui est du PANAV, qu'est-ce qui doit être fait pour assurer la pérennité de ces ouvrages-là? Le premier des soucis, c'est la consolidation des acquis. Parce qu'avoir 8 balisères, 13 canaux, et tout ce que ça comporte, il faut de moyens. Or, la RVF n'a pas ces moyens parce que c'est un service de l'État. Elle ne fait pas de bénéfices. Au niveau interne, c'est la prise de conscience et la responsabilisation que tout le matériel qui a été mis à notre disposition, que nous puissions le gérer en bon père de famille, le garder pour qu'ils aient une longue vie. Parce que
si jamais ce sont des appareils qui ont coûté énormément cher et que nous ne prenons pas soin de ces appareils qui tomberont en panne d'ici peu, et pour le réparer, ça sera difficile et ça deviendra de pièces de musée. Il y a aussi un volet qui est très important, la sensibilisation des autorités politico-administratives au niveau de l'intérieur du pays, parce que les réseaux vont plus vers l'intérieur du pays, et des populations riveraines. Parce que nous constatons qu'il y a la vandalisation de signaux que nous mettons en place. Les gens ne comprennent pas l'importance de ces signaux. Mais il faut les sensibiliser. Nous tentons, parce qu'une fois déjà, nous avons été à une forte délégation de la DEIE, donc délégation de l'Union européenne, de la COFED, de la cellule de gestion du PANAV, de l'ARVEF, et il y avait même le ministère qui était représenté. Nous avons sillonné beaucoup de localités de la province de Bandundu, le long de la rivière Kassai, pour informer l'autorité qui est établie, mais également le chef coutumier, parce que n'oubliez pas que nous sommes des Africains, de Bantou, et il y a toute une tradition autour de nos cours d'eau, et on a donné même quelques présents pour que eux puissent informer leur population de respecter ces signaux. Parce que si on va faire des feux de brousse, ce sont des signaux qui vont être brûlés. Si ils vont aller saccager pour récupérer des armatures métalliques, ils ne tiennent pas compte qu'ils mettent en danger la vie de leurs frères et sœurs. Parce qu'un bateau qui fait naufrage, on déplore de pertes en vies humaines, on déplore de pertes en biens, mais aussi le matériel qui coule bas sous eau. Et si on le renfloue pas non plus, ça consiste encore un danger. Un bateau peut venir passer dessus et connaître une grande infiltration d'eau. Donc, il faut vraiment une sensibilisation à tous les niveaux. Mais également au gouvernement central de savoir que ce projet va prendre fin et que déjà on pense à inscrire la RVF dans le budget de l'État, de manière à lui donner une subvention qui lui permettrait à continuer. Pour qu'il y ait une suite logique. Une suite logique, en attendant qu'il y ait un autre financement. Sinon, on va connaître une expérience malheureuse et tout le monde va regretter. La visibilité qui était faite n'a été que le feu de paille et ça s'est évaporé dans le temps sans que la génération future ne puisse en bénéficier. C'est donc par ces cris d'alarme que vous lancez, Monsieur Gabriel Mokango, que nous allons clôturer ces magazines. Voilà, donc c'est sur cette note des musiques que nous clôturons ces magazines qui a fait un focus sur les projets réalisés dans les domaines des infrastructures par l'Union européenne. Projets financés par l'Union européenne, supervisés, mis en œuvre et suivis sur terrain par la COFED, cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement en République démocratique du Congo. J'en profite pour faire un coucou à Madame Gisèle Lamboley qui a participé à la réalisation de ces magazines. Elle est chargée de communication gestionnaire des projets au sein de la COFED. Merci Gisèle. Ces magazines vous a été présentés par Jean-Marc Matoaki, la mise en onde assurée par Bob Landou. Et pour ces tout premiers numéros, nous avons reçu pour vous Sito Mondembele, ancien conseiller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et point focal avec COFED, à qui je dis merci. Merci Monsieur Sito. Merci monsieur. J'espère que vous reviendrez encore prochainement. Avec plaisir. Voilà, je dis également merci à Monsieur Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales, qui était notre deuxième invité. Merci Monsieur Gabriel. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci. Merci également à vous, fidèles auditeurs et chers internautes, d'avoir suivi ces magazines et merci d'avoir pris bonne note de tout ce qui a été dit. Coucou à Patrick et à très bientôt. Ciao, ciao.